L'homme qui croyait tenir le monde. Le récit d'une chute, partie 1. Je suis mort ce matin. Pas d'une balle, pas d'un accident spectaculaire, d'une pneumonie dans un hôpital public de Los Angeles, comme meurent les vieux et les pauvres, par accumulation de nuits froides et d'un corps qui n'a plus les ressources pour se battre. Je m'appelais Alexander Cole, et pendant 25 ans, j'avais été Dieu. Pas métaphoriquement, pas comme une façon de parler. Dieu, au sens propre du terme, pour quiconque évoluait dans mon univers. Celui qui décide, celui qui crée, celui qui détruit, celui dont un mot suffit à lancer une carrière ou à l'anéantir, celui qu'on appelle à 3 heures du matin avec des excuses dans la voix, celui qu'on attend debout quand il entre dans une pièce. J'avais 52 ans ce matin-là, le matin dont je vais vous parler, le matin où tout a commencé à se fissurer sans que je le voie. Je me réveillais dans ma suite du Bel Air Hotel à Los Angeles. 350 mètres carrés de marbre blanc et de soie crème, avec vue sur les collines et le bruit de la piscine privée en contrebas. À ma droite, une femme dont je ne me rappelais plus exactement le prénom. Actrice, mannequin, quelque chose comme ça. Belle comme une erreur de casting. Inutile comme un Oscar dans une salle vide. Je me levais sans la réveiller. Je n'avais pas l'habitude de dire au revoir. Dans le miroir de la salle de bain, je me regardais. Cheveux gris aux tempes, mâchoire carrée, les yeux noirs de quelqu'un qui a décidé il y a longtemps de ne plus jamais douter. 52 ans. Je n'en paraissais pas 45 par hasard. 3 séances de sport par semaine, un nutritionniste, un médecin personnel, et la certitude absolue que le temps n'osait pas s'attaquer aux gens comme moi. Je souriais à mon reflet. Alexander Cole Entertainment, ACE, était la 3e majeure de cinéma indépendante des États-Unis. 92 films produits, 17 Grammy Awards pour nos artistes, 3 milliards de dollars de valorisation, des bureaux à Los Angeles, New York, Londres et Tokyo. Et moi au centre de tout, comme il se devait. Je descendis prendre mon petit déjeuner. Le maître d'hôtel s'appelait Gérald. Il était là depuis 11 ans. Il ne m'avait jamais regardé dans les yeux. C'était comme ça que j'aimais les choses. Il faut que vous compreniez quelque chose sur la façon dont je fonctionnais. Je ne voyais pas les gens, je voyais ce qu'ils pouvaient faire pour moi. Danny Reeves, mon associé depuis 18 ans, avait construit ACE avec moi brique par brique. C'était lui qui avait eu l'idée du premier film, lui qui avait convaincu les premiers investisseurs, lui qui restait au bureau jusqu'à minuit quand j'assistais à des galas. Danny était intelligent, loyal et naïf d'une façon qui m'arrangeait. Il croyait sincèrement que nous étions des partenaires égaux. Je le laissais croire ça. C'était plus commode. Sofia Reyes était ma directrice artistique. 38 ans, talentueuse à un niveau qui m'agaçait parfois. Ce genre de talent instinctif qu'on ne peut pas acheter ni s'approprier, qu'on peut seulement exploiter. Elle avait découvert 6 de nos artistes les plus rentables. Dans chaque interview, c'était mon nom qui apparaissait. Elle ne protestait pas. Elle avait besoin de son salaire. James, mon fils, avait 28 ans et travaillait dans notre département juridique depuis 3 ans. Il avait postulé en son nom, sans me demander de l'aide, ce qui m'avait amusé. Je l'avais fait recruter sans lui dire. Il ne le sut jamais. Ou peut-être que si. James ne me parlait que pour des questions professionnelles depuis que j'avais divorcé de sa mère. Diana, que j'avais quittée un jeudi soir après 20 ans de mariage avec la même désinvolture que j'aurais mise à changer de voiture. Ma fille Lily ne me parlait plus du tout. Ces détails ne me dérangeaient pas. La famille était un concept sentimental. Les sentimentaux perdaient. Il y avait aussi Tyler Brooks. Tyler avait 26 ans, un sourire d'annonceur télé et un talent de compositeur que j'avais repéré dans un bar de Nashville, 4 ans plus tôt. Je l'avais sorti de l'obscurité, produit 2 albums, fait de lui une star. Il me devait tout. Je le lui rappelais régulièrement. Pas directement, jamais directement. Juste cette façon de mentionner ce que j'avais investi, ce que j'avais risqué, ce que j'aurais pu ne pas faire. Tyler me regardait avec les yeux de quelqu'un qui attend le moment de partir en courant. Je trouvais ça normal. La gratitude ne dure jamais. Ce fut un contrat. Rien de dramatique. Pas de coup de théâtre. Juste un contrat que j'avais signé sans le lire entièrement. Parce que je ne lisais jamais entièrement. Parce que les détails c'était pour les gens qui doutaient, et moi je ne doutais pas. Et qui contenait une clause que mon équipe juridique m'avait signalée 3 fois
et que j'avais balayé 3 fois d'un geste de la main. Northgate Productions, un studio concurrent basé à Atlanta, dirigé par un homme que je méprisais cordialement, Ray Fontaine, 60 ans, autodidacte, vulgaire à mes yeux, qui avait pourtant la fâcheuse habitude de faire des films qui marchaient. Nous avions coproduit un thriller l'année précédente. Le film avait rapporté 140 millions. La clause en question donnait à Northgate un droit de préemption sur notre prochain projet commun. Je n'avais pas prévu qu'il l'exercerait. Il l'exerça, ce qui signifiait que notre projet le plus ambitieux, un biopic sur une légende du jazz, budget 129 millions, casting 5 étoiles, déjà annoncé à la presse, appartenait désormais à 51% à Ray Fontaine. James me l'annonça dans mon bureau un mardi matin. Le visage neutre, le ton professionnel. La clause est claire, nos avocats l'ont validée, Northgate est dans son droit. Racheter leur part. Ils refusent. Tout le monde a un prix. Pas Fontaine. Il a dit, je cite, que c'était la meilleure affaire de sa vie et qu'il comptait en profiter. Je regardais mon fils. Il me regardait avec ce visage fermé que je n'avais jamais appris à lire. Trouver une solution? Il n'y en a pas. Pas légalement. Je le congédiai d'un geste. Il sortit sans ajouter un mot. Ce soir-là, je bus plus que d'habitude. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était de la colère. Il y a une différence. L'inquiétude, c'est pour les faibles. La colère, c'est de l'énergie. Du moins, c'est ce que je me dis. 6 mois plus tard, j'ai trahi Danny Reeve. Je dis trahi parce que c'est le mot exact, même si à l'époque je ne l'aurais pas utilisé. À l'époque, j'aurais dit restructurer, réorganiser, optimiser. Les gens riches ont un vocabulaire particulier pour habiller les choses laides. Danny avait découvert que je détournais depuis 3 ans une partie des bénéfices de ACE vers une société écran aux îles Caïmans. Pas illégalement. Mes avocats étaient trop bons pour ça, mais en violation claire de notre accord de partenariat. En gros, je me servais dans une caisse qui nous appartenait à tous les deux, en utilisant des montages que lui n'avait pas les moyens de détecter. Il le découvrit par accident via un audit interne qu'il avait commandé pour une raison totalement différente. Il vint me voir un vendredi après-midi. Il ferma la porte. Il posa le rapport sur mon bureau. Il ne cria pas. Danny ne criait jamais. 18 ans, dit-il simplement. Danny, 18 ans. Je t'ai tout donné. Ma confiance, mon travail, mes idées. J'ai sacrifié mon mariage pour cette boîte. J'ai sacrifié ma santé. Et toi, pendant tout ce temps, c'est plus compliqué que ça. Non, c'est exactement aussi simple que ça. Il reprit le rapport, se leva, et dit une chose que je n'oubliais pas. Le problème avec toi, Alexander, c'est que tu crois que les gens sont des ressources, renouvelables ou jetables selon tes besoins. Un jour, tu manqueras de ressources, et ce jour-là, il n'y aura personne. Il démissionna le lundi suivant. Il porta plainte le mercredi. La procédure dura 2 ans. Je gagnais, évidemment, j'avais les meilleurs avocats, mais le procès coûta cher, pas en argent, en réputation. Le mot trahison commença à circuler dans les couloirs de l'industrie. Je haussai les épaules. Les gens parlent toujours. Ils oublient vite. Ils n'oublièrent pas. Il y eut une dispute. Une seule vraiment, à la hauteur de ce que nous avions accumulé pendant des années. Les autres n'étaient que des escarmouches. Celle-là fut une guerre. C'était 3 semaines après la démission de Danny. Diana m'avait appelé. Nous étions divorcés depuis 4 ans, mais elle appelait encore parfois, pour les enfants, pour des questions administratives, avec cette politesse distante qu'elle avait développée depuis le divorce et qui me convenait parfaitement. Ce soir-là, sa voix n'était pas polie. James m'a appelé. Il m'a dit ce que tu as fait à Danny. Ce que j'ai fait à Danny est une affaire interne à l'entreprise qui ne te concerne pas. Cet homme a passé 18 ans de sa vie avec toi, Alexander. 18 ans. Et il a été très bien payé pour ça. Le silence qui suivit fut le genre de silence qui précède quelque chose d'irréversible. Tu entends ce que tu dis? Tu entends vraiment ce que tu viens de dire? Je dis la vérité. Non. Tu dis ce que disent les gens qui n'ont jamais eu à compter sur quelqu'un d'autre. Les gens qui ont passé leur vie à prendre sans jamais donner et qui ont fini par croire que c'était normal. Je voulus répondre. Elle ne m'en laissa pas le temps. Je vais te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a 20 ans. J'ai passé 20 ans à excuser ton comportement devant tes enfants, à leur expliquer que papa était occupé,
que papa était important, que papa avait des responsabilités. J'ai passé 20 ans à mentir pour toi. Et le résultat, c'est que James travaille dans ton entreprise sans pouvoir te parler et que Lily ne veut plus entendre ton nom. Diana? Non, laisse-moi finir. Tu as tout. Tu as toujours tout eu. L'argent, le pouvoir, le prestige. Et tu as tout utilisé pour écraser les gens autour de toi au lieu de les élever. Danny, moi, tes enfants. Tout le monde a été un outil pour toi. Et le jour où tu n'en auras plus besoin, ils partiront. Ils partent déjà. Tu le vois? Je raccrochais. Je n'avais pas de réponse. Pas parce qu'elle avait tort, mais parce que reconnaître qu'elle avait raison aurait nécessité de démolir quelque chose que j'avais construit pendant 50 ans. Et je n'étais pas prêt à faire ça. James arriva à mon bureau le lendemain matin. Pas pour travailler. Il était en jeans, les mains dans les poches, ce visage fermé que je ne savais pas lire. Je voulais te le dire en face. Me dire quoi? Que maman a raison. Surtout. Il s'assit en face de moi. Chose qu'il ne faisait jamais sans y être invité. Tu sais ce que je me rappelle de toi quand j'étais petit? Je ne répondis pas. Ton absence. Pas tes voyages. Pas tes réunions. Juste l'absence. Tu étais là parfois physiquement. Tu étais assis à la même table que nous, et tu n'étais pas là. Ton regard était ailleurs. Ta tête était ailleurs. On aurait pu ne pas exister. J'assurais votre avenir. On ne voulait pas un avenir. On voulait un père. Ces 4 mots restèrent dans la pièce comme de la fumée. Et Danny, tu réalises ce que tu as fait? Pas légalement, humainement. Tu as pris 18 ans de confiance et tu les as utilisés contre lui. Les affaires ne sont pas sentimentales. Non, mais les hommes devraient l'être parfois. Il se leva, remit les mains dans ses poches. Je vais continuer à travailler ici parce que j'ai fait un travail sérieux et que je dois assumer mes engagements professionnels. Mais je veux que tu saches que si un jour tu tombes, et je ne te le souhaite pas malgré tout, ne compte pas sur moi pour te rattraper. Pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que tu ne m'as jamais appris comment on fait ça. Il sortit. Je restai seul dans ce bureau immense. Lily m'envoya un message le soir même. 4 mots. Maman m'a tout dit. Je ne répondis pas. Je ne répondis jamais. Abonnez-vous pour ne pas manquer la partie 2 de ce récit envoûtant.